vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Tiffaine Siret, porte-parole de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Elle se levait tôt ce matin pour être avec nous en studio. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. On va parler de politique, évidemment, comme on le fait chaque matin dans la matinale de Bretagne 5. Et on va parler un petit peu plus de Bretagne aujourd'hui. Je disais que vous étiez porte-parole de l'UDB. La Bretagne est une forme de territoire qui ne se laisse pas faire. Et pourtant, on lit dans la presse, et c'est le cas sous la plume de notre collègue Benjamin Kels dans Le Monde, que le Rassemblement national progresse en Bretagne de plus en plus à chaque élection. Est-ce que c'est quelque chose qui interpelle l'UDB? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète également? Alors oui, forcément, ça nous interpelle et ça nous inquiète parce que la Bretagne n'est pas coupée du monde. Donc effectivement, tous les problèmes sociétaux qu'on va retrouver ailleurs en France, on les retrouve aussi en Bretagne. Et le discours porté par le RN trouve écho effectivement dans ces sentiments un peu de désœuvrement de la population. Donc on comprend effectivement que c'est quelque chose d'important. Il faut mesurer aussi ces propos-là. C'est compliqué de faire du débunkage à chaque fois de ce type de discours parce que ça prend plus de temps à démontrer qu'à dire finalement, donc c'est un vrai combat aussi de pédagogie, mais en même temps il faut prendre en compte pourquoi ça fonctionne, analyser les critères finalement qui font que les gens trouvent un écho dans ces discours-là, et donc c'est important aussi de bien rester ancré dans son territoire et dans la vie quotidienne des gens et de prendre la mesure de leur désarroi. Alors, on a un sentiment de dégoût, de rejet de la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui, alors peut-être un petit peu plus à Paris, alors qu'en même temps, il y a une demande pour les territoires, une demande de politique réelle, de réelle politique, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, d'une politique qui est plus en phase avec les attentes des Françaises, des Français, et en l'occurrence, chez nous, des Bretons, des Bretonnes. Est-ce que c'est peut-être là la clé, justement, pour éviter que les gens se désespèrent et votent peut-être pour des partis d'extrême droite? C'est vrai que ce qui est important, c'est de bien prendre la mesure des problèmes sociaux qu'on a. On peut reparler par exemple des problèmes d'industrie, de la fermeture de la fonderie de Bretagne ou de Michelin, des problèmes des déserts médicaux aussi qui sont quand même assez importants. On a bien vu les manifestations sur la question de la santé en Centre-Bretagne. On a aussi la question des transports et du logement qui sont des choses importantes aussi à gérer. Donc c'est vrai qu'on comprend que les Bretonnes et les Bretons, ils aient un besoin d'exigence, mais les Français aussi, d'exigence politique qui est nécessaire et qui est salutaire, puisqu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe, si on prend la nomination de Richard Ferrand pour le Conseil constitutionnel, si on regarde qui reste en poste alors qu'il y a des casseroles, ce genre de choses-là, on voit bien que l'exemplarité n'est pas au rendez-vous au niveau national. On comprend aussi qu'effectivement, ça pose des questions locales. Il y a pas mal de défiance, on l'a vu depuis quelques mois aussi, envers les élus locaux, qui s'entend aussi par ces images qui sont renvoyées. Il y a une forme de transposition finalement de la politique nationale à la politique locale, dans le ressenti des citoyens. On peut l'imaginer comme ça, puisqu'effectivement, la plupart des médias qui sont regardés ou lus sont des médias dits nationaux, donc on a effectivement beaucoup de politiques nationales qui s'invitent dans le local, et on a tendance à oublier cette politique locale qui est pourtant extrêmement importante, puisqu'elle est au quotidien en fait des citoyennes, des citoyens. Et de ce fait-là, effectivement, se tourner vers d'autres types de partis, d'autres types de structures plus ancrées avec le réel, effectivement, ça pourrait être une solution, dont des partis comme l'UDB qui, je le rappelle, on a comme une cinquantaine d'élus sur toute la Bretagne et qui sont sur des sujets assez précis, assez techniques aussi, et qui permettent effectivement d'être un bon relais pour la population. Alors qu'est-ce qui fait justement que ces partis comme l'UDB, on ne les entend pas assez, on ne les voit pas assez, même si on ouvre bien volontiers nos antennes, mais qu'est-ce qui fait que finalement il n'y a pas une prise de conscience des Bretons, des Bretonnes sur le fait que des partis tels que l'UDB peuvent changer les choses beaucoup plus facilement peut-être, ou en tout cas de façon plus réelle sur le terrain? Il y a beaucoup de choses. Il y a l'idée qu'on nous vend un roman national aussi très fort, auquel on essaye de coller en tant que citoyen. On voit aussi que souvent, notamment à gauche, on parle d'union de la gauche, on parle d'un vote utile. Donc forcément, les petits partis peuvent paraître moins utiles, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont bien plus utiles qu'on imagine. Donc cette crainte aussi effectivement du RN, on en parlait tout à l'heure, fait que pour la plupart des gens, il y a une crispation autour des partis dits dominants, moi je les appelle dominants, par rapport à d'autres, et donc qui laisse peu de place à cette expression.
On peut voir ça aussi dans les médias. Là, peu de médias nationaux nous reprennent, que ce soit dans nos communiqués, que ce soit dans nos expressions, et pourtant on a des choses à dire. Donc il y a un plafond de verre qu'on a du mal à passer, ce qui ne nous empêche pas de produire beaucoup et d'être quand même présent. Je reviens sur la fonderie de Bretagne quand même, parce qu'à la dernière manifestation, oui, il y a eu des prises de parole, mais je suis la seule à avoir pris parole en tant que porte-parole d'un parti. Ce qui veut dire aussi qu'on est quand même reconnu, en tout cas dans ce milieu-là, pour les prises de position depuis plusieurs dizaines d'années. Alors justement, l'industrie, c'est une grande question. Aujourd'hui en Bretagne, on voit plus largement en France et même en Europe une industrie qui fait face à la crise aujourd'hui. On voit ces délocalisations, ces fermetures d'usines un peu partout en France et en Europe. Et nous, évidemment, ces sites qui ferment, vous faisiez référence à la fonderie de Bretagne, mais il y a également Michelin et d'autres sites. Est-ce que là, il y a une source d'inquiétude pour un parti tel que l'UDB de se dire que finalement, on est à la merci de ce qui se passe ailleurs et sur les territoires, bien, on ne produit pas ou on ne produit plus? En fait, la question principale, c'est quelle est la stratégie industrielle de la France. Or, on voit bien qu'il n'y en a pas, ou peu, que finalement, tout ce qu'on a pu donner aux grandes entreprises reste dans les grandes entreprises et finalement, on ne voit pas sur le terrain d'effet. C'est-à-dire que Renault, typiquement, va aller délocaliser parce que c'est plus simple ou moins cher, alors que l'État a abondé dans le sens de Renault depuis des années aussi. Donc la question, c'est le rapport aux industriels qu'il faut aussi peut-être revoir, réouvrir le dialogue aussi, mais aussi avoir une vraie politique industrielle sur les territoires. Donc certes, il y a la mondialisation, mais on n'est pas obligé de tout produire partout. On peut aussi, on a des fleurons quand même en Bretagne, que ce soit dans la téléphonie par exemple. On a des choses qu'on sait faire. La question étant quels moyens on met aussi pour garder les emplois sur le territoire. Et ça, c'est des questions qui sont complexes à poser, notamment dans un État très centralisé. Donc c'est pour ça que pour des partis comme le nôtre, comme l'UDB, effectivement, la question est comment on décentralise les choses, à la fois, certes, les outils de production, mais aussi les lieux de décision. Alors on a entendu le président de la région, Loïc Chenet-Girard, s'exprimer beaucoup autour de l'industrie, autour de l'économie bretonne, mais aussi du futur, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle. Il y a eu ce sommet à Paris, mais on fait des choses ici aussi en Bretagne. Il y a de la recherche, il y a des technologies de pointe. Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens pour garder ces technologies de pointe sur le territoire breton et faire de la Bretagne, allez, je vais dire, une forme d'excellence en la matière? Alors, on peut, mais est-ce que l'excellence, c'est forcément le critère? C'est une question qu'on peut se poser. Je reviens à la fonderie, mais la question de la métallurgie, elle est extrêmement importante, en fait. Aussi, on aura encore des voitures, on aura encore besoin, en fait, de métal. Donc, la question pour nous, elle est quand même de savoir si on peut avoir différents types d'industries et varier les industries et non pas se concentrer uniquement sur certaines choses. La variété d'industries est quand même quelque chose d'important. Donc, au-delà de l'excellence, qui est peut-être pour certains types d'entreprises un but à atteindre, il n'empêche qu'il y a aussi d'autres types de réflexions à avoir sur un maillage territorial de ces entreprises-là. On parle beaucoup d'agroalimentaire. Aujourd'hui en Bretagne, on dit que l'agroalimentaire traverse aussi la crise. Est-ce qu'il faut un rééquilibrage, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, mais un rééquilibrage dans les territoires et dans les industries qui peuplent ces territoires? Là, vous avez vu sûrement il n'y a pas longtemps justement le renouvellement des chambres d'agriculture notamment et le recul un petit peu de la FNSEA sur certains territoires. Ce qui est intéressant aussi au niveau national, ça pose la question de comment on voit ces outils de production-là, le droit aussi de ces salariés de la partie agroalimentaire. Et donc c'est important de se poser la question des modèles. On ne changera pas le modèle agricole en 5 ans évidemment, mais on peut se poser la question à la fois des questions écologiques certes, mais d'outils de production parce qu'on demande aussi aux personnes d'avoir des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus coûteuses, avec des outils de plus en plus chers, donc ils s'endettent, et effectivement, c'est pas forcément un bon modèle. Donc il faut réfléchir à ça, de manière à apaiser tout le monde et avoir des outils performants, sans forcément rentrer dans une surenchère. Avec toujours cet aspect aussi environnemental, il est important, nous en Bretagne, on a la qualité de l'eau qui n'est pas la meilleure, il faut bien dire, les problèmes d'algues vertes et de diverses pollutions. Là aussi, il faut travailler avec les acteurs, y compris les agriculteurs ou les acteurs de l'industrie. Bien sûr, il faut travailler avec tout le monde, c'est une chaîne, donc chaque maillon de la chaîne est important. Et l'idée, c'est effectivement d'être à l'écoute de ces questionnements-là. C'est vrai que la question des algues vertes, elle est importante. C'est pas négligeable, effectivement, la question des nitrates dans l'eau aussi, bien évidemment. Donc, il faut être à tous les maillons de la chaîne et entendre tout le monde, justement, pour trouver des solutions ensemble.
Alors, on parlait d'industrie tout à l'heure, on parlait des employés, de ceux qui font vivre ces industries, avec un problème aujourd'hui en Bretagne. Il a été pointé du doigt ce problème du logement qui est récurrent. Alors, on voit des petites avancées. J'ai repris un tweet signé de quelqu'un que vous connaissez bien, Gaël Briand, et je dois l'avouer pour les auditeurs, il est en studio. Gaël Briand, donc je parle sous son contrôle, qui avait interpellé Fabrice Oher, le président de l'agglo de Lorient, pour lui demander s'il y avait moyen d'aller plus loin dans l'encadrement des locations de courte durée, justement, pour que on n'ait pas, en tout cas, on puisse un petit peu freiner cette crise du logement. A priori, la réponse est positive. Est-ce que c'est déjà un bon point de pouvoir avancer sur cette réflexion ? Alors pour le moment, on est sur l'idée de la réponse, ce serait oui. La question est de savoir comment on le fait. Effectivement, et là, les outils sont un peu plus complexes à mettre en place parce qu'on n'a pas tout à disposition des communes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'a fait Saint-Malo, par exemple. Donc à Saint-Malo-Centre, eh bien, il y a un nombre de logements réduits par propriétaire pour la mise en location Airbnb, par exemple. Donc c'est déjà une avancée qui a été un peu raillée par certains, comme Coucouner, par exemple, qui sont justement des loueurs et qui font le lien entre les locataires et les bailleurs donc les propriétaires, qui ont un peu raillé ça. Or, moi, je pense qu'il faut soutenir les municipalités qui vont dans ce sens-là, parce qu'effectivement, si on prend le cas de Coucouner, que j'avais un peu épinglé il y a quelques mois, effectivement, ils jouent sur la demande et ils changent les prix, par exemple, de location à la semaine près, voire à la journée près, pour optimiser. Optimiser à ce point-là pose question, puisqu'effectivement, ça déséquilibre aussi l'offre existante, que ce soit les gîtes, les hôtels, les campings. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir un logement secondaire. La question est qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que ça sert à spéculer ou pas ? Et là, on a un vrai souci, puisque de base, on a du mal à trouver des logements pour la population active, voire même non active. Avoir autant de logements de résidences secondaires qui sont en fait des optimisations fiscales, ça pose un vrai problème. Voilà, là on est sur de l'optimisation fiscale et pas forcément le fait de faire tourner les locations, si je résume. Il y a aussi, on évoquait les problèmes d'environnement tout à l'heure, il y a aussi ces problèmes de ces logements qui sont construits, qui ont été construits il y a de nombreuses années le long des côtes et qui aujourd'hui se retrouvent face à la montée des eaux tout simplement. Est-ce que là aussi il faudra un jour ou l'autre avoir un plan ? Alors là, on est vraiment sur le régional et même le local, un plan pour dire voilà, là on peut plus construire, là il faut détruire, là il faut faire attention aux zones inondables. On pense à ce qui s'est passé dernièrement en Ille-et-Vilaine, à Rennes ou encore à Redon. Est-ce qu'il faudra presque, j'allais dire, prendre le taureau par les cornes ? Alors, il y a déjà des plans qui existent effectivement sur les lois littorales notamment et des choses qui sont mises en place, mais effectivement, on n'échappera pas à un plan global sur toute la région, et sur les différents littoraux, mais pas que, puisqu'effectivement, on a des zones inondables au-delà des littoraux, vous le disiez avec Redon notamment, qui est une plateforme en plus importante pour la circulation des transports. Donc effectivement, on peut pas mettre de côté justement ces questions-là. Oui, il faudra aller peut-être un peu plus loin, peut-être être plus strict aussi, parce que la montée des eaux, on n'y échappera pas. Et donc, être raisonnable aussi dans la manière de construire. Donc, ça veut dire optimiser ce qui existe déjà, certes. Donc, un peu de densification peut-être, mais pas non plus énormément. Et puis, ne pas prendre sur les terres agricoles, évidemment. Donc, ça veut dire voir aussi comment on optimise les logements existants. Il faut repenser l'habitat, finalement. C'est une question intéressante, l'habitat, et c'est extrêmement important aussi à repenser. On pense à des types d'habitat auxquels on ne pense pas toujours. L'habitat léger, souvent pour les gens, c'est de l'habitat temporaire. Or, on peut tout à fait vivre de manière pérenne dans un habitat léger. La question étant comment on les prend en compte et comment on les intègre dans la question du logement. Je pense à ça parce qu'il y a des bords de Blavet, par exemple, là où je vis, où on ne peut pas construire, et c'est heureux, mais il y a des dents creuses. Rien n'empêcherait de mettre des tiny houses pour ceux qui le souhaitent, ou des yurts, ou d'autres types d'habitats légers qui sont facilement déplaçables, qui n'ont pas trop d'emprise au sol, mais qui permettent quand même de loger du monde. Donc c'est des questions à poser et de repenser effectivement nos manières de consommer le sol et en même temps de vivre. Et je pense aussi à d'autres types de vie. On imagine souvent la vie comme vie de famille, couple, enfant, mais en fait il y a d'autres types de manières d'habiter un logement, que ce soit de la colocation, des choses comme ça, ou même pour du bien vieillir, pour les plus anciens, justement, de vivre à plusieurs, soit dans une maison, soit dans des logements adaptés. Donc, il y a plein de manières, en fait, de repenser la manière d'habiter son logement. Donc, là aussi, une réflexion qui sera plus régionale, plus locale, au-delà de la réflexion nationale. Alors, pour l'UDB, oui, puisque nous sommes partisanes et partisans, justement, de décentraliser le pouvoir et les décisions. Donc, pour nous, effectivement, c'est important de prendre en compte des spécificités locales.
Donc effectivement, on aura une question certes plus locale à voir. Ça n'empêche pas effectivement de réfléchir à la question à un niveau national aussi, puisque nous ne serons pas la seule région touchée par la montée des eaux notamment, et la question du logement. Alors j'ai envie de vous entendre aussi, Tiffaine Siret, sur le budget. Alors ça a été un long feuilleton, l'adoption du budget. On a vu beaucoup de choses dites, défaites, refaites. Bon, aujourd'hui on a un budget en France, il est ce qu'il est. Déjà, est-ce que pour vous c'est un bon budget ou pas un bon budget ? Non, c'est pas un bon budget. C'est un budget qui est plus dur que ce qu'on avait pu voir avant. Donc, effectivement, ça pose question. Et ma grande crainte, c'est l'impact sur les collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on va demander aux mairies ? Qu'est-ce qu'on va demander aux intercommunalités, aux départements et aux régions, justement pour pallier au manque. Et on a bien vu les CDIFF, par exemple, qui ont fait des lettres ouvertes hier en disant mais on ne sait pas comment on va faire, notamment avec l'impact du Ségur, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de structures qui ne sont pas dites étatiques, mais qui bénéficient effectivement de soutien, qui voient leur soutien diminuer et qui ne savent pas comment continuer à travailler. Or, ils sont structurants pour les différents territoires. Là, j'ai vu ce matin, effectivement, qu'on a une association qui aide les femmes à entreprendre en Bretagne qui s'arrête. Elles ont accompagné 10 000 femmes, justement, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Il n'y a plus de financement, ça s'arrête. Ça pose question, justement, sur le développement. Pareil pour l'arrêt du service civique ou du pass culture. On ne peut pas se satisfaire de ce genre de décision. Avec toute une cohésion qui risque de se défaire, de se déliter si justement les associations qui sont sur le terrain, dans de nombreux domaines, le sport, la culture, l'aide aux plus précaires, c'est une inquiétude. Il faut repenser là aussi le financement du monde associatif, là aussi en lien avec la cohésion territoriale, mais la cohésion sociale aussi. Au-delà du financement, c'est le rôle qui est aussi à redéfinir. C'est-à-dire que si on imagine que ce sont des palliatifs, alors on n'a rien compris. Ils sont structurants. Que ce soit le monde associatif, culturel, social ou sportif, ou même d'autres, santé aussi, c'est structurant. Donc, imaginez que ce serait du ruissellement ou qu'il faudrait que de l'argent public ou que... Non, il faut repenser le rôle de chacun et c'est important de se dire que c'est structurant et que c'est pas accessoire, surtout. Effectivement, les élus UDB à la région sont allés à Nantes la semaine dernière voir les acteurs de la culture et du social, justement, qui sont impactés encore plus sur les décisions de Madame Morancet en Pays de la Loire. Voilà, on rappelle qu'il y a une économie de 100 millions d'euros qui a été réalisée par la région sous l'impulsion de Christelle Morancet, d'une façon assez brutale, finalement. Brutal pour les acteurs qui ont pris ça plein fouet, qui ont du mal à voir venir. Et de ce qu'ils nous disaient, effectivement, 2025 pourra peut-être passer, mais ils sont même pas sûrs d'arriver au bout de l'année. Et c'est compliqué parce que quand on a les missions locales qui sont exsangues, ou l'école de la seconde chance aussi, là on est quand même sur de l'aide sociale importante. Et bien finalement, on se rend compte que ça peut s'arrêter. Avec une aide sociale qui est demandée par les différents citoyens des territoires, que ce soit en Loire-Atlantique ou plus largement au Pays de la Loire. Voilà, là, il va y avoir un vide finalement. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est structurant. C'est qu'en fait, il y a un besoin de soutien, d'accompagnement qui est nécessaire, qui est aussi un palliatif à ce que l'État ne fait plus aussi. Et donc, c'est important que ces structures-là perdurent. Pour la culture, c'est pareil. Ils nous racontaient qu'ils n'ont plus les moyens, ils ne peuvent plus travailler entre eux. Ils sont obligés de resserrer finalement leurs activités sur leur cœur de métier, si on peut parler comme ça, ce qui fait que les coopérations ne fonctionnent plus. Et c'est un vrai problème, puisque c'est un peu ce qui fait que la vie associative est importante, c'est de coopérer finalement. Donc là, si on arrive chacun sur son précaré, qu'on n'arrive plus à se parler, là, on va avoir un vrai problème de fracture aussi sociale qui va être anticipé. Avec le risque là aussi d'avoir, on parlait en commençant du Rassemblement national, alors sans faire une fixation, mais peut-être la progression du parti de Marine Le Pen avec, j'allais dire, cet effacement de la culture. Le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, voilà, on imagine bien que le terreau est là. Le terreau, il est l'effacement des actions de l'État, des services publics, en fait, dans les différents territoires, que ce soit les quartiers prioritaires ou on va dire le milieu rural au sens très très large, puisque milieu rural, ça ne veut plus dire grand-chose, en fait, du périurbain aussi. Donc, mais effectivement, le fait que, vous avez bien vu en Centre-Bretagne sur la question de la santé, c'est quand même important. Donc effectivement, cet effacement de l'État au fur et à mesure, au détriment aussi du service public, de la qualité, et en mettant finalement le poids de la responsabilité sur les collectivités territoriales, est un vrai sujet. Et effectivement,
on peut comprendre que dans l'esprit des gens, ce sentiment de déclassement, d'abandon peut-être aussi de l'État, de non prise en considération des besoins, peut amener effectivement une sorte de radicalité dans les choix après qui sont faits d'un point de vue du vote. Donc il faut prendre ça en considération et ne pas oublier que finalement ce sont des questions structurantes qu'il va falloir travailler au-delà juste de la question de l'État. Et là-dessus, ce qui est intéressant, je fais ma petite promo culture en y passant. On a un de nos camarades, donc Jean-Jacques Monnier, qui vient de sortir 2 ouvrages chez l'Harmattan sur la question d'histoire de la centralisation en France. C'est édifiant à lire parce que ça explique comment ça se structure en France, notamment sur la question de la centralisation et pourquoi c'est un problème. Donc ça, déjà, si on arrivait à faire lire ça aux gens, à en faire de la pédagogie, à expliquer qu'en fait, on peut décider différemment, ça pourrait être déjà un bon début. Un bon point de départ, on peut le voir comme ça. Il y a aussi, toujours dans le domaine de la culture, alors là je vais plaider un peu pour notre chapelle, on a fait un petit clin d'œil à nos consoeurs, à nos confrères des Pays de la Loire qui font de la radio, comme nous, de la radio associative. Aujourd'hui ils sont en grand péril, il faut bien le dire. Ça pose aussi la question de l'information dans les territoires, aujourd'hui au plus près des auditrices, des auditeurs pour les radios, ou même les télés locales. Est-ce que là aussi, il faut être vigilant quant à la disparition possible de médias. Voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être vigilant pour l'information locale, pour la transmission des idées, tout simplement la démocratie, la liberté d'expression? Ce qui est important, c'est de voir comment se structurent les médias et la concentration des médias dans les mains de quelques-uns. Effectivement, il y a quand même pas mal de schémas qui sont sortis qui montrent bien les liens entre les différents médias, notamment nationaux, effectivement, et la question que ça pose aussi de la liberté d'expression dans ces propres médias-là. Si on regarde CNews ou C8, effectivement, on ne peut pas dire que la liberté d'expression soit la pleine expression, on va dire, des différents intervenants. C'est très orienté. C'est un choix. Mais effectivement, quand on fait beaucoup d'audience, ça pose question d'une certaine responsabilité. C'est pour ça qu'effectivement, dans les territoires, que ce soit dans les régions aussi, il faut absolument soutenir les radios locales, soutenir les journaux locaux et surtout repenser les circuits de diffusion. L'UDB, on a aussi notre propre organe de presse, le Peuple Breton, qu'on a du mal, en tout cas de plus en plus de difficultés aussi à diffuser parce que les règles sont complexes quand on n'est pas un très 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 grand média. Donc ça aussi, c'est des questions à poser quand on voit que Radio Braise, qui avait un très très beau projet, n'a pas été reçu. Ça pose quand même question sur ce qu'on peut faire localement ou pas et qu'est-ce qu'on fait des décisions parisiennes qui finalement ne correspondent pas aux besoins locaux, notamment en termes de médias. Donc effectivement, ça aussi, c'est des vraies questions. Ce qui est important, c'est de se structurer aussi, de collaborer entre médias, évidemment, parce qu'on sait très bien que les radios locales et les journaux locaux sont quand même très lus, très suivis, très écoutés. Donc il faut pouvoir soutenir ces initiatives-là qui sont quand même très, très importantes pour la population. Alors, le Peuple Breton, on le reçoit à la rédaction, on en dit souvent un petit mot au hasard de la revue de presse, c'est important. Alors justement, dans le Peuple Breton qui vient de paraître, il y a toute une étude autour des langues de Bretagne. Les langues de Bretagne, le breton évidemment et le gallo pour la partie plus orientale de la région, qui sont en grand danger aujourd'hui. Il y a moins de locuteurs. Alors il y a eu une grande aide de la région à la promotion des langues, au fait de continuer à faire vivre les associations qui transmettent ces langues, mais visiblement ça ne suffit pas. Il faudrait aller plus loin, il faut passer un autre cap. Effectivement, dans cette étude-là, on voit bien qu'on a perdu 50% de nos locuteurs, ce qui est énorme. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça veut dire, mais oui, c'est beaucoup. Donc, pour aller plus loin, effectivement, il faudrait une politique un peu plus d'envergure, mais qui ne peut pas reposer que sur la région non plus. C'est aussi au niveau de l'État que c'est important de voir les choses, puisque, on prend des exemples, mais quand il n'y a pas assez de place au concours après le master en breton, justement pour être enseignant, en tout cas professeur en collège, c'est un problème. Quand on voit qu'on a du mal à remplacer les enseignants qui sont en arrêt, c'est un problème. Quand on voit que, effectivement, pour le CNFPT, quand on a des formations qui ne s'ouvrent pas parce qu'il manque une ou deux personnes, c'est un peu embêtant aussi. CNFPT, pour nos auditeurs. Oui, c'est les centres de formation des agents territoriaux. Voilà, c'est pour que les auditeurs comprennent mieux l'acronyme. Et effectivement, dans ce centre de formation pour les agents, il est possible de faire du breton. Le problème, c'est que s'il manque 1 ou 2 élèves, c'est pas ouvert. Mais du coup, on perd 1 an, voire 2, voire 3, si on n'arrive pas à ouvrir. Donc, il y a effectivement là des critères qui sont aussi à revoir.
parce que il y a la question de l'enseignement, mais il y a la question de l'accompagnement en breton et en gallo. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des enfants en disant il faut que les enfants apprennent. Non, il faut que les parents aussi apprennent, il faut que la société apprenne. Et on ne peut pas dire aux enfants que c'est uniquement sur eux, comme pour l'écologie, c'est pas à eux de gérer les manquements des autres. Donc effectivement, oui, il faut que les écoles continuent, il faut que le réseau d'Iwan grandisse, que les écoles immersives s'implantent, que les filières bilingues se structurent et puissent être pérennes. Mais au-delà de ça, il faut se former. Donc les centres de formation, il faut les aider aussi, de manière peut-être à ouvrir plus de places, selon leurs capacités, pour apprendre le breton. En 6 mois, allez, 6 à 9 mois, on peut parler breton. C'est un beau passage dans une vie. Donc il faut aussi faire cette promotion-là au-delà des écoles. Et puis en entendre un peu partout. On parlait hors antenne du breton, par exemple, dans les trains, dans les TER. C'est bien, c'est un premier pas, mais effectivement, il n'y a pas que là. Dans les bus, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être bien aussi, au-delà des panneaux de direction, d'en avoir un peu plus dans les administrations aussi. Donc c'est à la fois aider les collectivités à le mettre en avant, mais aussi la population. Et se dire que c'est chouette, finalement, de parler d'autres langues que le français, que ce soit le gallo ou le breton, qui sont des langues structurantes du territoire aussi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Au-delà juste de la politique régionale, il y a aussi des politiques locales et les élus locaux à mettre dans la boucle. Il faut susciter l'envie, parce qu'on a l'impression, malheureusement, avec l'âge j'allais dire des premiers locuteurs, non, mais en tout cas, ceux qui sont déjà âgés aujourd'hui, qui disparaissent, le temps fait son œuvre. Il faut susciter l'envie pour les jeunes générations de posséder une langue, ou des langues si on considère le gallo, de posséder ces langues au titre culturel, mais aussi au titre historique et régional. Je dirais que c'est pas forcément les plus jeunes, parce que c'est pas les plus hermétiques. Donc effectivement, certes, il y a une culture à retravailler, mais c'est pas forcément la génération des plus jeunes qui est plus hermétique à la question. C'est même peut-être ceux qui sont entre ma génération et celle de mes parents, par exemple, où là, on est un peu entre deux, et c'est les plus difficiles à convaincre. Ceux qui imaginent que ça ne sert plus à rien, que ça n'a pas d'intérêt finalement. Pour autant, ce qui est important, c'est de faire culture commune. C'est-à-dire que, quand je parlais tout à l'heure du roman national, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ce soit à l'école ou ailleurs, on apprend très peu l'histoire de la Bretagne, on apprend très peu comment s'est constitué à la fois le royaume de Bretagne, puis la région, etc. Donc c'est intéressant pourtant de retravailler ces questions-là. On a des très beaux musées qui permettent ça et qui permettent justement de se poser la question d'où on vient, de comment ça s'est constitué et quelle est l'histoire finalement. C'est important cet ancrage-là, je pense, et ce serait plus intéressant qu'on puisse, au-delà des initiations qui sont faites par les ententes culturelles de pays sur la question de l'histoire, ce serait bien qu'on puisse avoir un vrai programme de sensibilisation à cette question, notamment pour prendre la mesure finalement de l'intérêt en fait de sa propre culture. Voilà, la culture, toujours très importante. Un dernier mot. Il nous reste 3 petites minutes. Je vais revenir à la politique, mais la politique locale, la politique de terrain. Il ne nous aura pas échappé qu'en 2026, nous allons avoir des élections, les élections municipales. Alors, dans le contexte politique que l'on connaît, qui aura peut-être évolué à ce moment-là, j'imagine que l'UDB est en train de préparer sa stratégie pour présenter des candidates, des candidats dans différentes villes ou communes de Bretagne. L'UDB a envie de peser sur ces élections. Il y a urgence, ça nous ramène un petit peu à la question du début avec l'implantation du Rassemblement national. Il y a urgence à s'implanter un petit peu partout en Bretagne et à faire vivre la démocratie. Oui, comme on en parlait tout au début, on a une 50aine d'élus déjà en fonction, donc quelques maires de petites communes certes, mais justement ça montre bien à quel point on est présent dans des lieux où les autres partis ne sont pas. Donc on est en fait, on est à un moment charnière justement, et on travaille déjà, c'est vrai, on a une formation bientôt avec justement nos différents maires sur la question des élections municipales, sur la structuration effectivement d'une mairie. Les programmes sont déjà en cours de rédaction effectivement dans les différentes localités. Donc oui, on sera prêt pour 2026 et pour proposer des listes, ou en tout cas des participations avec d'autres listes aussi en fonction des différentes localités, puisque les réalités sont différentes, que ce soit à Brest, à Rennes ou à Lorient par exemple, mais à Plounéo-Ménez aussi ou à Montfort-sur-Meux. Donc effectivement, l'idée c'est d'être sur un maillage cohérent, avec des idées cohérentes et structurantes à chaque fois pour chaque commune et chaque agglomération. Voilà, et des alliances possibles éventuellement pour pouvoir être là.
Oui, bien sûr, puisque dans beaucoup de petites communes ou moyennes communes, on est sur des listes citoyennes, on est sur des listes avec d'autres partis, donc on est toujours en discussion avec d'autres partis de gauche, et évidemment. La question est de savoir surtout quelles sont les avancées dont on souhaite la mise en place sur un programme. Donc ça aussi, ce sera à négocier, et on est prêt à négocier. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Ce matin, nous étions avec Tiffaine Siré, porte-parole de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, et on parlait de politique et de Bretagne ce matin. Et ça fait du bien. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.